Merci également pour l'invitation. Merci Bernard, merci à l'association donc de participer à cette soirée sur le milieu végétal. Donc c'est une invitation à découvrir un certain nombre d'espèces végétales un petit peu particulières que je vous propose. En particulier, quand on s'intéresse à ce monde, je crois que la première étape est en fait une invitation à l'humilité. En effet, quand on y regarde bien, les espèces végétales sont souvent plus inspirées que l'être humain. Je vais vous en montrer quelques exemples concrets et après on évoluera vers des choses un petit peu plus inhabituelles. Donc tout d'abord, comme vous le savez, si aujourd'hui on s'intéresse à l'énergie solaire de façon accrue, en s'intéressant au photovoltaïsme et tous ses dérivés, ça fait bien longtemps en fait que les espèces végétales ont compris l'intérêt d'utiliser l'énergie solaire pour leur propre fonctionnement. Il en est d'ailleurs de même pour tout ce qui est économie d'énergie. En particulier, les termitières sont un exemple assez démonstratif de l'économie d'énergie, de en fait, la climatisation interne qu'elles produisent à bas coût avec des solutions astucieuses. De façon complémentaire, si aujourd'hui on commence tout simplement à s'organiser pour trier nos déchets, là encore, la nature, le milieu végétal exploitent cette possibilité depuis bien longtemps, puisque comme vous le savez, les feuilles d'automne vont servir de nutriments aux espèces végétales qui sont en train de se développer en début de printemps. Si donc ce début de réflexion est une invitation peut-être à découvrir sous une autre forme le milieu végétal, il faut voir que d'un point de vue global, les plantes, les espèces végétales sont dans un contexte, une situation particulière. Dans la mesure où elles sont contraintes à l'immobilisme, en général, elles ne peuvent pas fuir leur agresseur. Elles n'ont donc que deux choix. Soit elles vont réussir à s'adapter, soit elles vont disparaître. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les capacités d'adaptation remarquables des espèces végétales face à différents stress, tels que par exemple le stress de la pollution. C'est ce qui m'intéresse tout particulièrement au quotidien, de voir comment ces espèces végétales vont réussir à survivre et à développer des stratégies d'adaptation tout à fait remarquables. Vous en voyez deux photos qui vont être un petit peu le plan de cette présentation. Tout d'abord des plantes terrestres. Là, c'est une plante qui se développe en fait sur le pourtour méditerranéen, où il y a un petit peu de nickel dans le sol. Ces plantes ont trouvé une solution pour s'en protéger. Vous allez voir, on va la découvrir tout à l'heure. Et elles survivent en présence de cet élément qui est pourtant extrêmement toxique. D'autres plantes aquatiques, ici on n'est pas loin, on est à Avignon, vont également pouvoir se développer en présence d'une eau qui est complètement contaminée par du manganèse. On va voir comment ces plantes ont trouvé ces solutions pour survivre sur ces milieux hostiles. L'histoire a d'ailleurs commencé non loin de Montpellier, donc à une 50aine de kilomètres, près de Ganges, aux portes des Cévennes, sur un ancien site minier qui est aujourd'hui, par ces bassins de décantation, un haut lieu de la pollution minière. Sur ces bassins, autrefois, on lavait, on entreposait le minerai. Aujourd'hui, ce sol est très fortement contaminé puisqu'on peut trouver de 500 à 800 fois plus de zinc et de cadmium ou de plomb que ce que tolèrent les normes européennes. Inutile de vous dire qu'une telle quantité de pollution est complètement incompatible avec une forme normale de vie. Et pourtant, il y a quelques années, ont été identifiées deux plantes qui arrivaient à survivre sur ce sol hautement contaminé. Deux plantes qui toléraient cette pollution hors norme. Ces plantes ont été identifiées et on s'est rendu compte qu'elles faisaient mieux que de tolérer la pollution et de survivre. Elles étaient capables, par leur système racinaire, d'extraire les éléments polluants métalliques, de les transporter et d'aller les stocker dans les feuilles bien à l'abri, comme pour mieux s'en protéger. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction. Donc la découverte de ces plantes a été un facteur déclenchant, un début de réflexion pour se dire est-ce que ces plantes ne pourraient pas être une occasion pour réhabiliter ces sols miniers à des fins pérennes et plus satisfaisantes que les méthodes que nous utilisons couramment,
qui sont en particulier l'excavation des terres, qui sont transférées dans une usine chimique, on va essayer de les traiter et générer d'autres problèmes, ou le confinement de cette pollution, ce qui arrive fréquemment, comme si on allait oublier la pollution et elle disparaître. On avait donc là une question, est-ce que l'utilisation de ces plantes, une meilleure connaissance de ces deux espèces végétales, était une possibilité pour réhabiliter, dépolluer donc ces sites contaminés. C'est ce qui a été tenté au départ, donc en 2008, avec, des résultats qui restaient à établir. En premier lieu, comprendre comment fonctionnaient en fait les deux plantes qui étaient sur le site minier. Vous les voyez là en photo. Donc une qui s'appelle Nokia cerulescens, qui appartient à la famille des brassicacées, comme la moutarde par exemple, et une autre qui appartient à la famille des légumineuses, Antilis vulneraria. Donc cette légumineuse est une véritable curiosité. On n'a encore jamais trouvé ailleurs dans le monde une plante qui était capable de faire cette phytoextraction, d'être hyper accumulatrice et d'être une légumineuse. Ça nous a semblé être une opportunité extraordinaire, parce que comme vous le savez, une légumineuse a une autre propriété, plus classique, plus conventionnelle, c'est d'être capable de transformer par les bactéries qui sont associées dans son système racinaire, transformer l'azote atmosphérique en engrais. Or, sur ces sols complètement contaminés, où la forme de vie est son état le plus réduit possible, réintroduire de l'azote avec une légumineuse, c'est extraordinaire, c'est une façon de réintroduire des nutriments de façon naturelle dans le sol. Donc on est parti de là, et puis on a essayé de mieux comprendre le fonctionnement de cette légumineuse. Et on a découvert qu'elle vivait en symbiose avec une bactérie elle-même nouvelle, complètement inconnue, en fait une bactérie qui arrivait aussi à survivre dans ce milieu hautement contaminé. Une meilleure connaissance de cette bactérie, et on en pourra en discuter lors des questions si vous voulez, parce que c'est une bactérie qui a trouvé une solution pour survivre qui est absolument extraordinaire, on a réussi à la cultiver, à faire des inoculums donc, de cette bactérie, réussir à faire germer cette légumineuse, puis à l'introduire sur ce sol contaminé avec l'autre plante, donc la brassicacée, Nokia cerulescens. Donc 4 années pour comprendre la physiologie particulière de ces deux espèces, les implanter sur ce sol hautement contaminé, et 2 ans après, on a eu donc le bonheur de voir que ces plantes se reproduisaient elles-mêmes, et aujourd'hui, elles ont laissé place au développement de plantes plus conventionnelles, des plantes tout simplement tolérantes à la pollution. On peut dire que la nature a repris ses droits. Cette première expérience nous a montré que oui, il était possible d'introduire un couvert végétal dense sur des bassins hautement contaminés. Résultat extrêmement motivant, puisque ce couvert végétal a servi de protection à l'envol des poussières métalliques vers les habitations voisines. Ça a été un encouragement pour aller bien plus loin et aller sur un territoire qui est un haut lieu de l'industrie minière, la Nouvelle-Calédonie. Alors ce territoire français est connu tout d'abord pour sa biodiversité, qui est exceptionnelle. Vous voyez là une photo du lagon, qu'on considère comme un des plus beaux du monde, et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi sa mangrove, avec ici la photo du cœur de veau, qui a circulé dans le monde entier. Mais c'est tout simplement un point chaud de la biodiversité mondiale, avec un taux d'espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui est extraordinaire, plus de 80% d'espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Ce qui nous a interpellés et beaucoup motivés, c'est de retrouver, un petit peu comme dans le Gard, beaucoup, mais alors là, plus de 80 espèces capables d'hyper-accumuler l'élément métallique bien connu en Nouvelle-Calédonie, qui est dans le sol, le nickel. Donc le nickel, la présence d'importantes concentrations de nickel à la surface du sol est due à l'histoire géologique du territoire. Et si ce nickel est toxique pour nous, il est aussi pour les plantes. Et pourtant, les plantes, 60 espèces, sont capables de survivre sur un sol très riche en nickel, avec le même comportement que les plantes du Gard, extraire ce nickel du sol, le transporter via la sève, vous voyez qui est de couleur bleue, comme l'affleurement de nickel. Bleu pourquoi ? Parce qu'on arrive à trouver 20% de nickel dans cette sève. On parle d'une véritable folie végétale. Et puis, là encore, d'aller le stocker à l'abri dans les feuilles, dans des compartiments où il est complètement enfermé. Donc, des espèces adaptées à ce sol minier. Bien sûr, qui dit nickel ne dit pas que plante extraordinaire, ça dit aussi exploitation de ce minerai.
dont on profite au quotidien, à travers les batteries notamment, ou l'acier inoxydable. Beaucoup d'applications de notre vie quotidienne nécessitent l'utilisation du nickel. Vous voyez ici une photo d'une exploitation récente du nickel, donc au nord de la Nouvelle-Calédonie, juste à côté du lagon. Le problème de l'extraction du nickel, qui est très intense sur ce territoire, parce que c'est le 4e producteur mondial de nickel, c'est que toutes les mines sont à ciel ouvert. D'ailleurs, la première étape pour aller chercher le minerai dans le sol, c'est de détruire l'horizon fertile supérieur. Après l'exploitation de ce minerai, il reste des sédiments contaminés, on en parlera tout à l'heure, nickel et autres éléments toxiques pour toute végétation, de façon tellement dense qu'aucune végétation n'arrive à reprendre spontanément. C'est bien sûr un drame, puisqu'on est en milieu tropical, avec des orages violents, voire des cyclones. Et donc, lors de ces épisodes pluvieux, puisqu'il n'y a plus aucune végétation, les sédiments ne sont plus retenus, sont lessivés, emportés dans les rivières et finalement, in fine, se retrouvent dans le lagon calédonien, dont le récif corallien est menacé, alors déjà par le réchauffement climatique, mais là, c'est un stress supplémentaire avec cette pollution au nickel. Au-delà de l'atteinte au niveau de la biodiversité, d'autres drames existent, puisqu'il n'y a plus de végétation, plus rien ne retient le sol, mais parfois aussi les habitations. Et il y a 3 ans, un village minier qui s'appelle Thio a souffert d'un cyclone violent qui avait emporté les habitations, puisque dépourvues de végétation. Donc le programme initial, il y a environ 12 ans, a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire la même expérience que dans le Gard, mais utiliser ici cette richesse en espèces végétales adaptée à ces sols miniers, à cette présence naturelle de nickel dans le sol, pour réhabiliter de façon durable ces sols complètement érodés. C'est ce qui a été entrepris avec le soutien logistique des opérateurs miniers français et notre chercheur qui travaille exclusivement en Nouvelle-Calédonie. On a pu travailler avec les acteurs locaux, un programme de réhabilitation, comme on l'a fait dans le Gard, utiliser ici les espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie, qui sont capables de tolérer et d'extraire ces aimants métalliques pour les développer d'une façon pérenne et durable sur ces sites miniers. Tout ceci a nécessité du temps. Là encore, il a mieux fallu comprendre ces plantes et les aider à s'adapter aux contraintes fortes d'un sol très riche en éléments métalliques toxiques. Donc ce programme a été une véritable réussite en termes de revégétalisation de ces sites miniers et on a pu développer cette technologie sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie. Le programme n'est pas simple, on oublie parfois les contraintes pour réussir à faire pousser une végétation sur ces sols, même si on s'appuie sur la phytoextraction. D'une part, la plupart des sites miniers sont en altitude, ce qui est rédhibitoire pour un grand nombre d'espèces végétales. Le climat, si je peux le simplifier, c'est 6 mois de sécheresse où il n'y a pas une goutte d'eau pour les jeunes plants installés, donc un stress hydrique important, suivi de 6 mois de saison humide avec ces cyclones ou ces orages tropicaux qui peuvent emporter les jeunes plants. Mais le pire, c'est bien la composition du sol, avec un lot de métaux toxiques absolument remarquable, nickel, manganèse, chrome, cobalt, donc hautement toxiques, et malheureusement, un défaut des nutriments qui sont utiles pour toute plante, quasiment pas de phosphore, de potassium, de sodium ou de calcium. Donc on a essayé de s'inscrire dans un véritable programme de restauration écologique, c'est-à-dire planifié dans le temps, avec au début l'installation d'espèces pionnières, grégaires, résistantes. Ce sont ces plantes capables d'extraire les métaux du sol. Puis, comme dans le Gard, installer des légumineuses qui peuvent tolérer de telles conditions pour réintroduire de l'azote dans le sol. Et enfin, augmenter la biodiversité locale en introduisant des espèces un petit peu plus fragiles, mais qui vont profiter de la niche écologique apportée par l'introduction de ces premières espèces. Quand on a développé ces programmes de réhabilitation des sols, on s'est vite rendu compte de la proximité de rivières vis-à-vis de ces sites miniers. À chaque fois, un opérateur minier a besoin d'eau pour ses activités. On s'est rendu compte de l'atteinte des rivières adjacentes à ces sites. Voilà donc une photo typique d'une rivière qui est en bordure d'un site minier et avec un continuum de pollution entre le sol et l'eau. Or, la pollution de l'eau est quelque chose qui est redoutable
parce que, évidemment, l'eau est un véhicule de cette pollution extrêmement facile. Et donc, une atteinte des rivières, des systèmes aquatiques, et à court terme, eh bien, une atteinte en fait, de la pollution sur des zones très étendues. On n'est pas très loin de Carcassonne, de la mine de Salsigne, dont vous avez certainement entendu parler. Et à chaque épisode pluvieux, c'est le drame qui s'installe. Les sédiments sont lessivés par la pluie, transportés par la rivière adjacente qui se retrouve dans l'Aude, et toute la vallée de l'Orbiel a été contaminée sur ce principe. Donc la pollution de l'eau est un problème donc, extrêmement important. Par ailleurs, et on le sait, réchauffement climatique oblige, le pôle français de l'eau a clairement fait savoir que l'eau était la première ressource concernée par le dérèglement climatique, avec donc tous les indicateurs au rouge. Donc un autre problème très important, et qui est relayé par l'ONU et l'UNESCO en développant donc, des objectifs de développement durable très centrés sur l'eau. D'ailleurs, le 22 mars dernier, c'était l'ONU qui en a fait une journée mondiale de l'eau pour rappeler les enjeux sur la protection de la ressource en eau. Nous avons alors voulu développer la même technologie en se disant, eh bien donc, comme vous l'avez vu, pour les sols, on a trouvé des plantes qui étaient adaptées, qui pouvaient résister à la pollution et même l'extraire du sol. On a cherché des plantes aquatiques qui auraient des propriétés similaires, capables de survivre dans un milieu aquatique pollué, d'extraire cette pollution. Donc on a revisité beaucoup de données de la littérature, identifié progressivement comment les plantes s'adaptaient à ces scénarios de pollution, jusqu'à comprendre en fait que ces plantes aquatiques avaient toutes un point commun, pourquoi elles étaient capables de survivre dans un milieu pollué et d'extraire cette pollution. Et on a trouvé une réponse au niveau de la structure racinaire. Contrairement aux idées reçues, on s'est rendu compte que la plante était passive vis-à-vis du phénomène de séquestration des éléments polluants. Elle avait tout simplement à la surface des racines des entités moléculaires qui étaient bien faites et qui captaient le moindre élément métallique qui passait. Ainsi, elles sont dotées donc d'une efficacité d'extraction en fait, des éléments métalliques à tel point qu'on les a qualifiés de véritables éponges à métaux. Et puisque la séquestration des polluants se fait à l'échelle de la molécule, c'est-à-dire du nanomètre, eh bien, on a fait l'hypothèse que transformer ces racines en une poudre d'une granulométrie d'1 millimètre ne détruirait pas les molécules à l'échelle du nanomètre qui pouvaient complexer les métaux, les retenir. Bien effectivement, ceci a été démontré. La poudre racinaire qui dérive de ces racines garde les mêmes propriétés que les racines, voire que la plante vivante. Donc on avait là, entre les mains, une technologie puissante pour utiliser des plantes aquatiques, les transformer en cette poudre végétale pour aller dépolluer des effluents miniers, de carrières ou de l'industrie chimique par des procédés qui pouvaient être industrialisables. Ceci a été l'objet d'une opération de démonstration. C'est ce qu'on qualifie dans le domaine scientifique, donc sur un cas réel. Et on est retourné dans le Gard, en particulier, donc ici à Saint-Laurent-le-Minier, qui a été un haut lieu de l'activité minière, avec la mine dite des Malines, peut-être que vous la connaissez. Ça a été une des plus grandes mines d'Europe d'extraction du zinc, qui a fonctionné longtemps, qui a fermé donc dans les années 90. Mais aujourd'hui, on a l'héritage de plus de 300 km de galeries minières, un réseau de 300 km, ce qui est énorme, et toutes les eaux de pluie traversent, pénètrent dans ces galeries, percolent sur les parois de ces galeries, entraînent la dissolution d'éléments métalliques, zinc, mais malheureusement aussi cadmium, plomb, fer, et toutes les eaux d'infiltration sortent des galeries hautement polluées. Et quand il pleut, avec un très haut débit. Ainsi, l'ancien exploitant minier a une servitude qui est de traiter ces eaux en permanence. Donc tout ceci est problématique, car s'il n'arrive pas à dépolluer l'eau au fur et à mesure qu'elle sort de ces galeries, il va polluer la rivière adjacente et le village qui est juste en aval donc, de ce site minier. À une époque où on dit qu'il faut préserver la ressource en eau, on comprend vite qu'il est urgent de trouver des solutions face à ces scénarios d'eau polluée. Alors, comment fait l'exploitant minier pour dépolluer ces eaux qui sortent des galeries ? Il utilise le système qui est à sa disposition, qu'utilisent la plupart des industriels dans cette situation. C'est utiliser de la chaux, vous voyez dans ces cylindres,
transformer en lait de chaux pour que ce soit un petit peu moins dangereux. Et il utilise le lait de chaux pour faire précipiter les métaux qu'il y a dans les fluents miniers. Vous voyez ici une photo du bassin où on voit donc les éléments métalliques qui vont précipiter par addition de la chaux. Conséquence de ce système, il est efficace, il permet de répondre aux normes de rejet. En revanche, il pose quelques soucis. D'une part, il génère des quantités astronomiques de boues toxiques qui doivent être transférées dans des sites de confinement. On sait aujourd'hui que ces sites sont quasiment saturés. Autre problème, donc ce traitement à la chaux pose d'énormes problèmes techniques. Vous en voyez un ici. Les canalisations sont continuellement bouchées, un système extrêmement lourd à gérer financièrement, alors que l'exploitant minier ne tire plus aucun profit de cette mine puisqu'elle est fermée. Donc c'est une situation extrêmement complexe. On pourrait revenir aussi sur des détails techniques qui posent des problèmes de pH. Vous l'avez compris, la solution n'est pas satisfaisante. Donc on a travaillé sur ce site minier des Malines en utilisant le système que je vous ai présenté. Cette poudre végétale que vous voyez ici, qui va pouvoir retenir les éléments métalliques présents dans l'eau. Vous voyez deux poudres végétales ici, en fait de couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la plante qu'on utilise, la poudre racinaire qu'on va générer va avoir de l'affinité pour certains éléments métalliques polluants et une autre poudre qui dérive d'une autre espèce végétale, l'affinité pour d'autres polluants. Pourquoi c'était important de repérer, d'avoir des filtres qui ne retiendraient pas tous les éléments métalliques ensemble? Bien, c'est tout à fait analogue à ce que vous faites chez vous. Quand vous voulez trier vos déchets et que vous voulez qu'ils soient recyclables, vous savez que vous allez faire très attention, vous n'allez pas mélanger n'importe quel déchet. Il y en avait dès le départ cette optique de vouloir essayer en fait de valoriser en fait les filtres végétaux qui allaient capter les éléments métalliques pour que ça ne soit pas des déchets qui puissent être revalorisés derrière. Donc on a cherché des plantes qui avaient des affinités pour les éléments métalliques différents ici, autant de fils que d'éléments métalliques polluants. Donc tout ceci a pris donc un certain temps, donc un travail de recherche assez conséquent qui a été possible grâce à un financement de la région, des fonds FEDER, et qui nous a permis de montrer que oui, ces poudres végétales étaient largement aussi performantes que le système à la chaux. Donc là encore, on voit la puissance du milieu végétal pour résoudre de telles situations. Je vais un petit peu vous parler des plantes qui alimentent ces filtres végétaux, parce que je pense que c'est intéressant. La première, c'est une plante aquatique de notre région, la menthe aquatique, qu'on a beaucoup travaillé sur ce programme. Pourquoi? La menthe aquatique est une plante qui est en Occitanie-Est menacée de disparition. On va voir pourquoi. Différents phénomènes s'expliquent. Le réchauffement climatique, parce qu'elle se développe sur des zones humides, mais pas que. D'autres espèces, en fait, qui sont en train de l'envahir. Donc on a beaucoup travaillé sur la reproduction de la menthe aquatique pour être capable, en fait, de préserver l'espèce et de faire des banques de semences. Donc on a appris à la cultiver dans ce qu'on appelle des cultures en hydroponie, et on a vu sa capacité à développer un système racinaire très important, idéal pour nous, puisque c'est ces racines qui vont alimenter les filtres. Par la même occasion, on a étudié la qualité du nectar de ces inflorescences. On s'est rendu compte qu'il était d'une qualité nutritive donc très importante pour les abeilles, et comme la menthe aquatique fleurit vers le mois de septembre, en fin de floraison, c'était tout à fait intéressant en fait, de la développer de façon intense aussi pour cette raison. Et enfin, parce que dans les filtres de dépollution, seules les racines sont utiles, on a également étudié les propriétés des parties aériennes, des parties foliaires, et on a vu tout leur intérêt pour développer des produits cosmétiques qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc une plante qui peut être valorisée de façon très complémentaire. Autre plante qu'on a comparée à la menthe aquatique et qui est un autre problème, c'est ce qu'on appelle donc les plantes aquatiques envahissantes. Peut-être que vous les connaissez au moins de vue, en particulier celle-ci, qui est la Jussido, parce qu'elle se développe sur le Lèze tout l'été, mais sur une grande partie du territoire français. Vous avez une photo ici devant la mairie. Si vous allez vous promener dès le mois de juin, vous allez la trouver donc sur le Lèze qui se développe très très vite. Donc c'est une plante qui n'a rien à faire ici.
qui vient en fait d'Amérique du Sud, qui a été introduite maladroitement. On pourra en reparler si ça vous intéresse, mais qui aujourd'hui est une plante donc exotique, envahissante, qui se développe de façon incontrôlée. Pas simplement donc à Montpellier, elle se développe également dans toute la vallée du Rhône, on la retrouve dans les Pays de Loire et maintenant jusqu'en Bretagne. Donc c'est une véritable catastrophe parce que vous voyez qu'elle se développe en recouvrant complètement donc ici le lèse, mais tous les systèmes aquatiques où elle est présente, et qui étouffe complètement en fait la vie aquatique. Donc on a voulu la comparer à notre menthe aquatique. Et on s'est rendu compte qu'elle était extrêmement intéressante, tout aussi performante que la menthe aquatique. Alors on a continué à s'intéresser à d'autres espèces aquatiques envahissantes. Vous voyez ici le contre-canal du Rhône, près du barrage de Valabrègue, dans le Gard, si ça vous parle un petit peu. Eh bien, si vous allez dans cette région l'été, vous allez voir une dizaine de kilomètres de contre-canal du Rhône recouvert par une autre plante envahissante, la laitue d'eau. Et le gestionnaire du Rhône et donc de ses affluents, la Compagnie nationale du Rhône, passe environ 6 mois de l'été à essayer de récolter massivement en fait cette laitue d'eau qui bien sûr gêne la voie navigable, mais pire que ça, donc détruit là encore la vie aquatique. Et c'est là où on peut voir en fait que la menthe aquatique n'a aucune chance et est complètement étouffée donc par la laitue d'eau. Donc on a choisi de travailler en collaboration avec donc, ce gestionnaire des bassins versants du Rhône pour étudier une valorisation possible de cette laitue d'eau. Pourquoi ? Eh bien parce que ces récoltes massives qui durent plusieurs mois sont extrêmement coûteuses et on sait bien que les agences de l'eau ont de moins en moins de moyens, donc c'est un vrai problème financier qui a complètement découragé tous ceux qui sont en charge de cette gestion des plantes envahissantes, qui n'ont plus les moyens de répondre à ces efforts de gestion. Et autre problème, après récolte, ils doivent garder sur des sites de stockage, toujours pareil en milieu confiné, protégé, ces plantes jusqu'à montrer qu'elles sont incapables de se reproduire. Donc des coûts énormes et peu satisfaisants. Donc on a essayé de montrer que là encore, cette laitue d'eau pouvait être très intéressante pour être transformée en filtre végétal, donc plante morte, complètement inoffensive, et rendre un service pouvait être utile pour dépolluer l'eau. C'est ce qui a été fait, démontré donc sur ce site des Malines. Vous voyez l'eau là qui sort des galeries, donc qui est piégée dans ce réceptacle. On voit ici le réceptacle, donc amené dans en fait nos réacteurs filtrants qui sont remplis de poudre végétale qui viennent de ces plantes exotiques envahissantes. Donc on a pu montrer sur un pilote qui fonctionne avec un haut débit 7 m3/h qu'il était possible d'absorber ces effluents miniers, de les traiter par ces poudres végétales. Un filtre retient le fer, l'autre retient le zinc, donc avec une sélectivité absolument extraordinaire, dépollué donc par des matières végétales non traitées, tout simplement transformées habilement en filtre pour dépolluer cette eau. Donc ce système a été suffisamment efficace pour qu'on construise d'autres pilotes, où là, on a essayé de répondre à l'autre problème que j'ai évoqué tout à l'heure, montrer qu'on pouvait dépolluer des rivières contaminées à l'arsenic, tout près donc de Carcassonne, la mine de Salsigne. On a montré que c'est possible, et là encore, on pouvait traiter l'eau en atteignant un seuil d'eau potable très bas, des traces d'eau, d'arsenic résiduelles dans l'eau pouvaient être traitées et atteindre donc ce seuil de potabilité avec ce système de filtre végétal. Donc là encore, quelque chose qui a été extrêmement motivant, encourageant, qui montre en fait l'intérêt des ressources végétales et finalement de ces plantes envahissantes qui trouvent une utilité dans ces scénarios de dépollution. Donc ces systèmes ont été suffisamment efficaces à grande échelle pour créer une société qui s'appelle BioInspire et qui développe aujourd'hui donc cette technologie à grande échelle et qui est installée à Montpellier. Et finalement, donc cette technologie a été déployée dans plusieurs cas, et je vais vous en montrer l'intérêt. On va dire qu'elle permet de dépolluer 3 grandes familles de polluants métalliques. Les métaux stratégiques, je vais y revenir, en particulier le palladium, on va beaucoup en parler, dont le prix est en augmentation constante. Or, il est indispensable pour nos pots catalytiques. Donc le prix est explosif, et il a dépassé le cours de l'or depuis un moment. Un vrai problème.
Les métaux dits primaires, peut-être que ça ne vous dit rien, manganèse, cuivre, zinc, fer, mais ce sont des éléments métalliques qui étaient courants mais qui sont en voie de raréfaction. Et le pôle d'anticipation des mutations économiques a fait savoir qu'ils étaient dans un état critique au niveau mondial. Donc des ressources qui vont faire défaut à court terme avec très peu de solutions de remplacement. Et bien sûr, l'autre intérêt, les métaux toxiques, avec notamment l'exemple de l'arsenic que j'ai illustré. Donc finalement, ces filtres végétaux sont extrêmement puissants pour résoudre beaucoup de problèmes. J'ai parlé de polluants métalliques, mais il faut savoir aussi qu'en utilisant des poudres végétales bien choisies, on peut aller chercher des molécules qui sont connues comme étant des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans de nombreux systèmes aquatiques. Donc là encore, eh bien, un certain nombre de polluants organiques émergents, j'ai cité les perturbateurs endocriniens, néonicotinoïdes, molécules des filtres solaires, tous ces polluants organiques problématiques peuvent être récupérés par ces filtres végétaux qui dérivent soit de la menthe aquatique, soit d'espèces exotiques envahissantes. Cette technique aujourd'hui est déployée en Outre-mer, en particulier donc en Polynésie française, où on a identifié un gros problème, c'est l'usage massif d'herbicides dans la culture de l'ananas, qui est pourtant la première culture à usage alimentaire sur le territoire polynésien. Là encore, un drame pour les écosystèmes locaux, puisque ces herbicides eh bien, se retrouvent dans les eaux de ruissellement et vont se jeter en fait dans le lagon. Et en bon herbicide, ils attaquent en fait une algue qui vit en symbiose avec le corail. Tuer l'algue revient tuer le corail. Donc là encore, eh bien, on est en train de déployer cette technologie en amont en fait, de ces systèmes d'eau qui captent les eaux de ruissellement des cultures de l'ananas pour essayer de protéger le récif corallien. Pour nous, si ces techniques basées uniquement sur des ressources végétales sont performantes, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Pour deux raisons principales. La première, c'est que des études économiques ont clairement montré que si on n'apportait pas une dimension économique à ces solutions écologiques, elles n'étaient jamais déployées sur le terrain. Elles restent des résultats de recherche qui finalement sont relativement peu utiles pour la société. Deuxième autre problème, vous l'avez vu, quand on développe des plantes qui vont capter les polluants, elles deviennent quelque part des déchets contaminés. Et pour nous, il n'était pas non plus question de générer de nouveaux déchets. Donc il fallait trouver une valeur, un intérêt à toutes ces plantes, que ce soit les feuilles des plantes terrestres, ou que ce soit ces filtres sous forme de poudre, chargés en métaux, leur trouver une utilité, un intérêt. Et que cet intérêt, si possible, apporte un support financier aux efforts écologiques de dépollution fournis en amont. C'est ce qu'on appelle la fameuse éco-catalyse, à savoir donc ces feuilles, ces litières constituées par ces arbres qu'on a développés donc à grande échelle en Nouvelle-Calédonie, qui sont chargés par exemple en nickel, ou ces poudres végétales qui ont servi à dépolluer une eau, soit des outils utiles pour la chimie. Alors pas n'importe quel outil, des outils qui soient en phase avec nos efforts de dépollution, c'est-à-dire des outils pour la chimie mais qui ne pollueraient rien, une chimie qui n'aurait pas d'empreinte environnementale. Et donc le meilleur créneau pour réaliser cet objectif, ça a été de transformer donc, toutes ces biomasses riches en métaux, ce qu'on a appelé des éco-catalyseurs. Alors peut-être que le terme catalyseur ne vous parle pas trop, vous avez peut-être pensé que c'est de la chimie, mais pas spécialement, parce que quand on qualifie quelqu'un de catalyseur, eh bien c'est exactement la même chose. À savoir que quand vous développez un projet qui avance pas beaucoup, eh bien il y a peut-être quelqu'un dans l'équipe qui va avoir la bonne idée, qui va avoir l'idée pour que le projet avance. On va dire que c'est le catalyseur du groupe. En chimie, c'est pareil. La plupart des réactions n'avancent à rien du tout. Il faut ajouter un catalyseur pour qu'elle puisse se dérouler à une vitesse suffisamment intéressante pour que ça soit développé. Le problème, c'est que les catalyseurs conventionnels dérivent de l'activité minière. Et je vous ai montré le problème négatif de l'industrie minière et de son impact sur l'environnement, la biodiversité. Donc nous, on a voulu faire des catalyseurs qui ne venaient pas d'une extraction minière, mais qui venaient tout simplement de nos biomasses qui avaient servi à dépolluer. Donc qui venaient de ces solutions écologiques développées en amont. C'est pourquoi on les a basés des éco-catalyseurs. Et on les a mis en œuvre
dans une chimie nouvelle qui répond à un cahier des charges très strict de la chimie verte, où il y a des principes à respecter à la lettre pour avoir le droit de qualifier le procédé de chimie verte, mais qu'on a poussé à l'extrême et qui répond aujourd'hui aux piliers du développement durable en termes d'environnement. C'est-à-dire une chimie, en fait, qui n'a aucun intrant chimique, qui est uniquement basée sur des ressources végétales et qui est donc sans impact sur l'environnement, qui est respectueuse de la nature au maximum de tout ce qui est possible. Quelques exemples concrets. On a commencé par étudier le recyclage du palladium et de le valoriser en chimie. Alors comment ? En allant voir les industriels de la chimie, et il y en a à Montpellier, qui utilisent du palladium, l'industrie pharmaceutique qui utilise beaucoup le palladium pour faire des médicaments. L'idée a été de récupérer leurs effluents et de les traiter par nos filtres pour récupérer le palladium sur nos cartouches filtrantes. Le transformer en catalyseur et proposer à l'industriel de l'utiliser dans ses procédés, de récupérer l'effluent chargé en palladium pour le filtrer, travailler ce qu'on appelle en économie circulaire, plus de déchets, plus de gâchis. Pourquoi fournir tant d'efforts sur le palladium et commencer par le palladium ? Donc, comme je vous l'ai dit, le palladium est indispensable dans nos pots catalytiques. C'est lui qui permet de transformer les gaz toxiques en gaz inoffensifs. Or, le fait de passer assez brutalement des moteurs diesel aux moteurs à essence a complètement changé la composition des pots catalytiques et sont aujourd'hui beaucoup plus riches en palladium. Ça fait exploser la demande en palladium, donc ça a fait exploser le cours du palladium. Et ça, c'était il y a 1 an. Pourquoi ? Vous allez vite comprendre le problème. La ressource principale de palladium dans le sol est en Russie. Vous imaginez la situation de l'industrie chimique européenne qui a besoin de palladium pour fabriquer des médicaments. Il était donc fondamental d'apprendre à recycler le palladium, ce qu'on ne faisait absolument pas en France. Donc ces filtres végétaux nous ont permis de résoudre ce premier problème. Puis après, puisque ce palladium est si important dans l'industrie chimique, en particulier la pharmacie, eh bien on a voulu voir si ce palladium pouvait être utilisé sous forme de ce qu'on appelle l'éco-palladium, donc l'éco-catalyseur qui vient des plantes qui vont l'absorber dans l'eau. Et s'il était peut-être aussi efficace, voire plus efficace que le catalyseur au palladium qu'utilise l'industrie pharmaceutique. Beaucoup d'efforts ont été fournis et on a eu la chance d'avoir des petites particules de palladium. Vous voyez tous ces petits points noirs, ce sont en fait des particules de palladium qui sont retenues en fait par la poudre végétale qui elle-même constituée de plein d'autres éléments métalliques mais d'origine 100% végétale. Tout ce que la plante a de minéral retient le palladium sous une forme idéale pour la catalyse. Alors on s'est vite rapproché des grosses réactions mises en œuvre par l'industrie pharmaceutique. Je ne vais pas rentrer dans le nom des réactions parce que ça ne vous intéresserait pas, mais sachez simplement que l'industrie pharmaceutique utilise aujourd'hui un gros domaine de la catalyse au palladium qui a été récompensé par un prix Nobel en 2010, en fait par des chimistes japonais et allemands, qui donc développent de façon intense cette catalyse au palladium et qui est aujourd'hui un incontournable pour l'industrie pharmaceutique. Et on a eu la chance de montrer que notre palladium, qui était finalement récupéré par nos poudres d'origine racinaire, était extrêmement performant. Il nous permettait de faire des transformations de l'industrie pharmaceutique avec des traces de palladium dans le catalyseur. Donc très peu consommateurs de palladium. Donc ceci a été une véritable surprise et nous a encouragé à développer donc, ces catalyseurs qui utilisent les métaux qui sont séquestrés par les plantes. Et là, on a découvert quelque chose auquel on ne s'attendait pas. C'est que nos catalyseurs qui dérivent des plantes, là vous voyez une plante qui pousse en Nouvelle-Calédonie sur un site minier et qui, elle, s'est spécialisée dans l'extraction du manganèse. On s'est rendu compte que quand on observait la structure des éco-catalyseurs, ils avaient une structure unique, qui n'avait rien à voir avec la catalyse, en fait, qui vient de l'industrie minière. La plante joue un rôle dans la construction du catalyseur. Elle laisse une trace, une empreinte dans la structure du catalyseur. En fait, ce sont donc de nouveaux catalyseurs, non copiables, très important quand on imagine un développement industriel.
l'empreinte végétale de la plante nous a fourni des espèces tout à fait nouvelles dans le domaine de la catalyse chimique. Et on a été très étonnés de voir ces structures nouvelles. Alors on a essayé de savoir comment faisait la plante pour générer ces catalyseurs nouveaux. Et ça a été quelque chose d'assez merveilleux, à savoir, vous voyez ici, donc des feuilles mortes très riches en manganèse qui viennent des efforts de restauration minière en Nouvelle-Calédonie. Un simple traitement thermique génère une poudre qu'on a été examinée par le plus gros instrument français dans le domaine des matériaux, c'est le synchrotron Soleil, une fierté française, pour étudier très finement comment la plante fait pour séquestrer, transporter le manganèse. Mais on a vu qu'elle utilisait les transporteurs et les canaux ioniques du calcium. Une astuce, c'est-à-dire le manganèse est associé au calcium dans tous les phénomènes de transport. Et on l'a très bien vu dans les feuilles, là aussi, dans les zones de stockage, quand il y a le calcium, il y a le manganèse. Ils sont associés tous les deux. Alors ça nous a beaucoup troublés. Si la plante réunit calcium et manganèse dans son transport et son stockage, on n'a pas pu s'empêcher de penser que cette association de calcium et de manganèse pouvait être très utile. Pourquoi ? Quand on regarde un petit peu comment les plantes font cette fameuse photosynthèse, comment elles font pour transformer du CO2 en sucre. Vous savez, la photosynthèse, c'est une usine chimique absolument extraordinaire. À un moment donné, la plante est obligée d'oxyder l'eau en oxygène. Quand vous dites ça à un chimiste, il vous regarde un peu de travers, ce n'est pas une réaction facile. La plante le fait sous nos yeux en permanence. Elle le fait en permanence en utilisant justement le manganèse et le calcium. Elle utilise cette association pour transformer l'eau en oxygène. Une réaction difficile. Donc si la plante le fait très bien, on s'est dit qu'elle générait également cette association à chaque fois qu'elle stocke du manganèse dans ses feuilles, à chaque fois qu'elle dépollue un sol. Alors, on a tout simplement eu là, en utilisant des plantes qui accumulent le manganèse, l'analogue de ce qu'utilisent les plantes pour faire des réactions d'oxydation dans la photosynthèse. Donc ça nous a beaucoup inspiré et on s'est dit qu'on pouvait alors remplacer les réactifs oxydants de la chimie, qui sont quand même assez toxiques, qui sont même interdits aujourd'hui par la réglementation européenne de la chimie, en utilisant tout simplement donc ces poudres issues des plantes qui accumulent le manganèse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ces poudres qui viennent de ces feuilles peuvent remplacer avantageusement tous les oxydants interdits par la réglementation européenne de la chimie, nous ont permis donc de générer des catalyseurs extrêmement puissants pour faire des molécules d'intérêt. Alors quelles molécules ? Eh bien, vous savez peut-être que la lavande, comme d'autres plantes, donc pour être pollinisée, va envoyer un message de séduction, d'attraction vis-à-vis des insectes pollinisateurs, en particulier le bourdon, qui a eu sa préférence pour des raisons bien estimées. Et pour le séduire, la lavande émet des molécules qui sont des molécules oxydées. Or, vous savez très certainement que quand on conçoit un parfum, on essaie de mimer ce pouvoir de séduction des plantes. Beaucoup de parfums miment ce langage de la nature, d'attraction des plantes vis-à-vis des insectes. C'est ce qu'on essaie de reproduire dans un parfum. Eh bien, plutôt que de faire des parfums avec des réactifs oxydants toxiques, eh bien, on a réussi à faire les mêmes parfums en utilisant ces fameuses plantes qui accumulent le manganèse. Pour faire ces parfums, on s'est appuyé sur des ressources végétales, une molécule qui est abondante dans les pins, qui s'appelle le pinène, et on a réussi à faire toute une cascade de molécules utilisées en parfumerie. On a réussi à faire tout un nuancier de parfums uniquement avec des plantes, les molécules présentes dans le pin et l'éco-catalyseur qui vient des plantes qui accumulent le manganèse. C'est du 100% végétal, aucun intrant chimique pour faire des molécules qui sont réalisées depuis quelques années par la chimie, mais bien différemment. On a étendu le principe avec d'autres plantes qui s'y accumulent le nickel. On a vu pareil qu'elle générait des matériaux absolument extraordinaires. C'est vraiment la plante qui en est à l'origine. Et ça nous a donné l'idée de l'utiliser dans d'autres molécules parfumées, ce qui s'appelle notamment le géraniol, qui a une très bonne odeur de rose. Dans les parfums, on recherche le géraniol pour cette odeur de parfum. Et nous, on a voulu le synthétiser à grande échelle parce qu'il a d'autres propriétés.
c'est un répulsif d'un certain nombre d'insectes vecteurs de maladies, tels que certains moustiques. Et ceci, aujourd'hui, rentre dans la composition d'un répulsif contre le moustique tigre. Donc je vous invite à découvrir. J'en ai d'ailleurs un petit échantillon tout à l'heure, je vous montrerai. Il entre dans la composition de cet anti-moustique qui est produit par une entreprise donc, qui valorise les travaux du laboratoire, qui s'appelle Crusoe, et qui est le premier composé répulsif du moustique tigre à être aussi efficace, mais à avoir le label éco-garantie, ce qui n'existait pas encore sur le marché. Donc là encore, toujours pareil, en utilisant les ressources végétales, on arrive progressivement à remplacer donc, la chimie conventionnelle, mais par des procédés complètement naturels. Voilà, donc petit bilan de tout ça. Je vous montre quand même ce que fait la chimie classique et je vous montre ce que fait l'éco-catalyse. Donc, pour construire une molécule, la chimie va tout d'abord aller extraire du minerai dans les sols avec ce que je vous ai montré de la Nouvelle-Calédonie, destruction définitive du paysage et de la biodiversité, avec production massive de déchets, parce que vous savez que quand on va chercher du nickel dans un minerai, en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 1% de nickel dans la roche, 99% de déchets, c'est ce que ça veut dire immédiatement. On va donc éroder les sols et entraîner la pollution des systèmes aquatiques. Ça, c'est la première étape. Et le minerai va partir dans des sites métallurgiques pour être transformé en catalyseur. C'est encore pire que l'extraction minière. Les traitements métallurgiques ont une empreinte environnementale extrêmement élevée, peut-être la pire, pour synthétiser un catalyseur qui va permettre de faire une molécule. On a choisi de proposer autre chose, une autre filière, où on va faire ce qu'on appelle l'éco-catalyse. Donc vous avez vu, ces filtres végétaux ou ces plantes terrestres, ça revient au même, qui ont pour objectif soit de restaurer un site minier, soit de dépolluer un effluent aquatique, avec une poudre, dans ce cas-là, qui peut être idéalement produite à partir d'espèces exotiques envahissantes qui sont elles-mêmes un problème. Donc ces éco-catalyseurs sont mis en œuvre dans des réactions très simples, qui sont complètement automatisées pour être optimisées, mais qui sont basées exclusivement sur des ressources végétales. Donc c'est ce que développe aujourd'hui donc, la société Bioinspire, et ce qui nous permet de montrer qu'il est possible de développer donc, une activité, une économie verte qui s'inscrit dans les objectifs du développement durable en respectant donc, au maximum la nature. J'ai terminé cette présentation, mais je voulais vous montrer quand même une photo même rapide d'un certain nombre des membres de mon laboratoire, donc qui travaillent sur des activités complètement interdisciplinaires, c'est-à-dire sur le terrain pour faire de la restauration minière, avec donc un gros parc analytique, puisqu'il faut sans arrêt comprendre ce que font les plantes et quelle est leur capacité de dépollution. Comprendre aussi les éco-catalyseurs qu'elles permettent de produire, donc avec des outils assez sophistiqués. Travailler aussi au niveau théorique, puisque je vous ai dit que les éco-catalyseurs étaient complètement nouveaux, il y a tout à découvrir, avec des écologues, des anthropologues au sein même du laboratoire, et développer les meilleurs résultats au niveau industriel pour proposer une autre activité économique respectueuse de l'environnement. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Si vous avez 2-3 questions. Moi, j'ai une petite question quand même. Est-ce que vous faites la même chose avec la radioactivité ? Alors, on ne fait pas la même chose avec la radioactivité, mais il existe une plante qui accumule un petit peu le césium, qui a été identifiée d'ailleurs près de Tchernobyl. Après, la question, pour développer ces plantes et essayer de capter la radioactivité, tout de suite se projeter dans que fera-t-on de ces plantes qui ont absorbé la radioactivité. Donc, tant que la bonne idée n'est pas arrivée, on ne développe pas le même programme, mais il y a des recherches intenses sur cet aspect qui est évidemment très important. Oui, ok, merci, cette circonstance, oui. C'est justement sur la radioactivité que je voulais poser la question, pour savoir est-ce que les éco-catalyseurs pouvaient éventuellement agir sur les éléments radioactifs. Alors oui, donc en fait c'est pour faire la réponse sous une autre forme, donc il y a donc des plantes terrestres qui ont été identifiées, qui sont capables d'accumuler un petit peu le césium, ce ne sont pas des hyper accumulateurs comme on a vu là, mais qui ont déjà ces propriétés.
certaines bactéries aussi ont montré ces propriétés. En revanche, les filtres végétaux sont capables en fait de récupérer dans l'eau ces éléments radioactifs. Mais pour le développer à grande échelle, il faut immédiatement savoir comment on va les utiliser, les traiter derrière. Et est-ce que les éléments radioactifs, justement, on ne pourrait pas s'en débarrasser grâce à ce pouvoir extraordinaire des plantes? Et puis, j'ai une deuxième question, c'est au sujet de la photosynthèse, parce qu'on voit apparaître le manganèse. Or, dans les réactions chimiques, on ne le voit pas. Alors, on a fait l'analogue, en fait. En fait, on a fait ce qu'on appelle du biomimétisme. On a vu que dans la photosynthèse, la plante utilisait ces deux éléments, calcium, manganèse, pour faire cette réaction difficile. Et comme nous, on a développé de façon intense des plantes qui accumulent le manganèse, et que la plante véhicule le manganèse en association avec le calcium, dans tous les éco-catalyseurs qu'on a générés, on a généré tout le temps cette association calcium-manganèse. Donc on les a utilisés au plus proche possible de ce que fait la photosynthèse. Il reste catalyseur. Il reste catalyseur. Voilà. D'accord, merci. J'ai d'autres questions. Merci. Une autre question, madame? Bonsoir, merci. Bonsoir. J'avais une question. Je me demandais s'il avait été étudié les effets sur la vie animale de la mise en place de tous ces nouveaux végétaux sur site, parce que je me dis que les matières accumulées dans les plantes peuvent être consommées par des animaux. Donc bien voilà, sûr. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là? Question très importante. Il y a eu 2 expériences. Une à Saint-Laurent-le-Minier, quand on a développé, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, les 2 plantes, dont la légumineuse, qui a été vraiment une plante extraordinaire, parce qu'on s'était aperçu qu'en période de floraison, quand on l'a développée de façon intense, elle attirait les abeilles. Donc on a étudié avec un apiculteur de la commune, qui était aussi au conseil municipal, qui a été très courageux, parce qu'en fait il a exposé des ruches autour du site minier, et on a étudié la qualité en fait de tous les produits apicoles sur ces ruches qui étaient à proximité, qui étaient exposées donc à cette plante et donc au site minier. On a comparé la qualité de ce miel avec un miel qui était produit en fait dans un village qui était à quelques kilomètres. Et on s'est rendu compte en fait que les produits apicoles n'étaient pas contaminés ou très peu en fait par les éléments métalliques. Ce qui a été une grosse surprise. On a fait ce constat. Il a risqué gros et je peux vous assurer que ses collègues apiculteurs n'étaient pas forcément d'accord avec l'expérience parce que tout le monde était persuadé que le miel ne serait pas vendable et serait contaminé. Donc ce miel était tout à fait consommable et dans des normes qui étaient celles qui sont préconisées. Donc ça a été une surprise. Et aujourd'hui, donc on développe un gros projet financé par la région et un laboratoire qui est à Perpignan pour comprendre quel est le travail des abeilles. Elles font un travail de dépollution extraordinaire à l'intérieur de la ruche pour aboutir en fait à un miel d'une qualité tout à fait normale. Donc c'est une deuxième question qui est arrivée après. Pourquoi finalement ce miel n'était pas contaminé? Donc là c'est un travail de recherche qui est en cours, où on va de surprise en surprise vis-à-vis de tout ce que les abeilles réussissent à faire. C'est quelque chose d'assez sidérant. Alors les feuilles, donc ça c'est quelque chose. Alors sur le site minier du Gard, il n'y a jamais eu d'herbivore qui est venu sur ces sites hautement contaminés. Ça je peux vous assurer que ça a été rédhibitoire. En revanche, en Nouvelle-Calédonie, en fait on s'était rendu compte que les jeunes plants, justement des plantes qui accumulent le manganèse, étaient un petit peu grignotées dans les premiers mois en fait de croissance. Donc évidemment c'est un sujet d'inquiétude parce qu'en Nouvelle-Calédonie il y a des cerfs qui aiment bien nos plantes là et qui sont invasifs, qui ont été introduits encore un peu bêtement en Nouvelle-Calédonie, donc ils sont abondants. Donc on s'est dit est-ce que ça va contaminer la viande de cerf qui est consommée localement? Donc on s'est rendu compte que non, là encore c'est toujours très surprenant. En fait les cerfs viennent se nourrir des feuilles dans les premiers mois de vie de ces espèces qui doivent accumuler le manganèse. C'est-à-dire les premiers mois de vie où la plante n'est pas encore capable d'accumuler le manganèse. Donc il y a encore plein de choses à comprendre, c'est pourquoi, qu'est-ce que le cerf détecte, où est-ce qu'il est venu grignoter une feuille, il est tombé malade, il n'est jamais revenu, il a ça en mémoire. Enfin, il y a plein de choses encore à comprendre, c'est une grosse question. Il y a plusieurs écoles, il y en a qui considèrent aussi que les insectes détectent en fait les éléments métalliques. Ce qu'on a montré sur une plante particulière qu'on retrouve très fréquemment en fait dans la famille des épuraccumulateurs, c'est qu'il y a quand même un rôle indirect de la plante. Elle se servirait
en fait quand même d'un taux élevé d'éléments métalliques pour se protéger, parce que ce sont des plantes qui généralement produisent des molécules de défense contre les herbivores, et si elles ont un très haut taux d'éléments métalliques, elles produisent moins de ces molécules de défense. On a vu des relations de corrélation de production de ces molécules de défense en fonction des quantités d'éléments polluants séquestrés. Donc il y a l'air d'avoir une relation indirecte entre les deux. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre, mais on fait aussi des découvertes assez extraordinaires de ces cerfs qui ne viennent que quand il n'y a pas encore de manganèse, qui ne viennent plus après, ça ne les intéresse plus. Puis de ces abeilles qui arrivent à dépolluer ces produits apicoles au sein même de la ruche. Donc on étudie, c'est passionnant, mais des fois ça nous dépasse de voir à quel point donc elles arrivent également à détecter ces éléments polluants et à faire le ménage, parce que c'est ça qui se passe. D'autres questions? Oui. Oui. Pour la démoustication? Alors vous verrez, si vous voulez, je vous invite à aller voir, on vient de faire paraître un article sur le sujet, qui est un sujet délicat, qui n'est pas si simple que ça. Si vous allez voir vous tapez Crusoe anti-moustique sur Internet, et vous allez voir, donc il y a 15 jours, on a publié en fait un article de réflexion, on ne prend pas position, mais un article de réflexion sur les conséquences d'une démoustication massive. C'est pas si simple que ça. Ça va poser des tas d'autres problèmes. C'est pourquoi, si on est raisonnable, on ne joue pas avec la nature et on essaie de se protéger. Mais du coup, il n'y a pas moyen de mettre ces produits directement dans l'eau? Non, c'est vraiment des produits qui sont inoffensifs. Qui vont sur la peau. Voilà, sur la peau, avec différentes formules possibles pour se protéger. C'est un effet répulsif, c'est une odeur que le moustique déteste. Et il la sent à une dizaine de mètres et va voir ailleurs. Et si on en met dans l'eau ou autour de l'eau où il se reproduit, c'est pas intéressant? Alors, ça va pas être aussi simple que ça. Si les études comportementales sont faites en une utilisation cutanée. Ouais. Dans l'eau, la solubilité est faible, ça va être un autre souci. Voilà. Mais la démoustication est un gros sujet à débat et c'est pas si simple. Voilà. Je vous invite à aller voir cet article détaillé qui pose un certain nombre de questions, de conséquences sur une démoustication massive. Ils sont aussi utiles par ailleurs, les moustiques. Enfin, c'est pas... Vous avez parlé d'un... Pardon. Oui. Vous avez parlé d'un procédé pour dépolluer un herbicide utilisé pour la culture de l'ananas. Est-ce qu'il y aurait une plante qui pourrait être adaptée comme dépolluante de la chlordécone, par exemple? Alors complètement. Vous allez bientôt voir un article sortir sur le sujet. Ces filtres végétaux sont extrêmement efficaces vis-à-vis de la chlordécone quand elle est présente dans l'eau. Au niveau du sol, on n'a pas de solution. Mais si elle est présente dans l'eau, donc les filtres sont très très efficaces. Ça va bientôt être publié, parce que c'est hyper performant. Et évidemment, c'est un gros espoir pour les Antilles. Merci madame. Est-ce que vous voulez montrer votre produit pour les moustiques, puisque vous nous avez dit que vous l'aviez avec vous? Je pense qu'on est intéressé. Moi j'en ai vu un hier de moustiques. C'est le premier. Pourtant il fait pas chaud, mais il y en avait un. Monsieur, je voulais poser une question. Oui, je vais attendre que comme elle est en train de chercher. Oui, alors j'avais une question aussi, c'est par rapport à l'application. Je vois au niveau des filtres. C'est vrai que est-ce qu'il y a une application? Bon là, on a vu l'application industrielle par rapport aux pollutions liées aux mines. Et est-ce qu'au niveau urbain, au niveau des traitements, je sais que le végétal, à un moment donné, on parlait des roselières pour traiter les eaux. Oui. Est-ce que c'est des choses, des plantes qui peuvent être utilisées dans des applications telles que celle-là, le traitement des eaux usées urbaines, par exemple? Alors, c'est une question qui nous revient souvent, en particulier de la part de ceux qui ont en charge le traitement de l'eau, effectivement, en zone urbaine, qui nous proposent aussi d'aller intervenir au niveau des stations d'épuration. Alors, malheureusement, ça n'est pas adapté. Un petit peu pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, les plantes sont très bien faites, mais vous savez, tout ce qui est conçu dans la nature est très précis. Donc en fait, ces filtres végétaux vont pouvoir, par exemple, aller chercher un effluent qui va être contaminé par du nickel. Mais si vous retrouvez au niveau d'une station d'épuration, vous allez retrouver du nickel, du palladium,
des perturbateurs endocriniens, des microparticules plastiques. Il y a une telle diversité de polluants en fait, qu'on ne peut plus malheureusement résoudre le problème. D'où l'idée d'essayer de capter la pollution le plus en amont possible, comme on l'a fait sur la mine des Malines où on était en sortie de galerie. Surtout pas, 50 km plus loin où ça va déjà se compliquer. C'est le plus tôt possible, là où on peut être efficace. S'il y a un mélange de polluants de nature complètement différente, on ne va plus y arriver. On ne saura même plus ce qu'on va faire, on ne pourra même plus contrôler le procédé en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas, ce sera bientôt utile. S'ils veulent le sentir. Ah oui, on pourra le sentir. Vous voulez le sentir ou après Alors ça s'achète déjà sur Internet. Et ça va être disponible dans les pharmacies et les magasins bio. Voilà. Dans le biopôle de Montpellier, qui est dans le parc Euromédecine. Voilà. Vous pouvez nous rendre une petite visite si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.